Les gens respectent l'uniforme. Les étoiles sur vos épaules, les médailles sur votre poitrine, les galons sur votre casquette. Ce sont des cris silencieux qui disent à la personne en face de vous: attention, vous êtes en terrain dangereux. Mais lorsque vous retirez cet uniforme, lorsque vous accrochez ces lourds galons à votre épaule au porte-manteau, que reste-t-il? Je vais vous le dire, l'invisibilité. Surtout si vous êtes une femme d'âge mûr, aux cheveux légèrement grisonnants, dont le visage porte les traces de la fatigue des années, mais aussi de l'expérience. Votre invisibilité est double en France. Dans les rues scintillantes de Paris, dans les restaurants luxueux ou dans l'immense salon international de l'alimentation où je me trouve actuellement, les gens ne vous regardent pas. Ils vous regardent à travers vous. Ils vous voient comme un décor, un arrière-plan, peut-être simplement comme une consommatrice lambda avec un portefeuille. Je m'appelle Virginie Efira, et le fait que les gens me considèrent comme ordinaire est le plus grand avantage stratégique de ma vie. Si vous me voyiez choisir des tomates dans un supermarché, vous pourriez me prendre pour une enseignante à la retraite ou une grand-mère qui attend ses petits-enfants. Avec ma veste en lin beige, mes chaussures confortables et mon sac en cuir sobre au bras, je ne me distingue en rien des milliers de visiteurs de cet immense salon à Villepinte. Mais ils se trompent sur un point. Dans la poche intérieure de cette veste beige se trouve la carte d'identité de l'un des officiers les plus hauts gradés de la Marine nationale française, la glorieuse La Royale. Je suis le vice-amiral Virginie Efira, directrice générale de l'armement et du ravitaillement de la Marine. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que tout le monde dépend de moi pour se nourrir. Depuis notre porte-avions Charles de Gaulle en pleine mer jusqu'à nos sous-marins nucléaires dans l'océan Indien, en passant par nos bases outre-mer dans le Pacifique et les milliers de soldats du port de Toulon. Du croissant du petit déjeuner au coq au vin du dîner, chaque bouchée, chaque conserve, chaque bouteille d'eau passe par mon approbation. Ma signature vaut 50 millions d'euros. 100 millions d'euros sur un simple bout de papier. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu ici, au Salon international de l'alimentation de Paris, pour dépenser ma prime de retraite. Je suis venu choisir le fournisseur de notre flotte pour le marché des conserves haut de gamme et plats cuisinés gastronomiques, pour les 5 prochaines années. Avant de commencer mon histoire, si vous aimez les histoires vraies où la justice est rendue et où l'arrogance est sévèrement punie, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications. Car à la fin de cette histoire, vous n'en croirez pas vos oreilles lorsque vous apprendrez à qui ont été servies ces truffes. Continuons. La foule était étouffante dans le salon. Il y avait dans l'air un mélange d'odeurs d'épices, l'arôme lourd des fromages fondus et les vapeurs âcres des vins coûteux. Mais savez-vous quelle était l'odeur la plus dominante? L'argent. L'odeur pure et non filtrée de l'argent liquide. Chaque stand avait été transformé en petit palais pour impressionner les distributeurs. Je me dirigeais vers le stand B14, que j'avais marqué sur le plan du salon. Mon objectif: Maison du Bois. Depuis 3 mois, mes collaborateurs et mes ingénieurs agroalimentaires examinaient les produits de Maison du Bois. Le chef Jean-Luc Dubois était la star montante de ces dernières années. On disait de lui qu'il était le génie qui avait su emprisonner la cuisine française traditionnelle dans des conserves tout en préservant sa fraîcheur. Les rapports étaient excellents. Les tests de goût étaient parfaits. Nous avions besoin de cette qualité pour remonter le moral de nos soldats. En mission au milieu de l'océan pendant des mois. Dans mon dossier, le projet de préaccord de 50 millions d'euros avec Jean-Luc Dubois était prêt. Je voulais juste faire un dernier contrôle client mystère. Je voulais voir par moi-même le caractère du chef, son respect pour son travail et son approche du client. Ah, quelle erreur! Ou peut-être, quelle chance! Le stand de la Maison du Bois n'était pas un stand, mais plutôt une salle du château de Versailles. Dames, comptoirs en marbre noir, des enseignes dorées à la feuille d'or et des lustres en cristal suspendus au plafond. Le personnel à l'intérieur était composé de jeunes gens tirés à 4 épingles, qui semblaient tout droit sortis d'une agence de mannequins. Et au milieu, il se tenait là, le chef Jean-Luc Dubois. Il semblait plus jeune que sur les photos, mais beaucoup plus arrogant que je ne l'avais imaginé. Les insignes des récompenses qu'il avait remportées brillaient sur sa veste de chef blanche. Il était entouré d'hommes d'affaires japonais et américains arborant des badges VIP autour du cou. Il riait et parlait en faisant tourner son verre de vin dans les airs. Je me suis approché lentement du stand. Mon objectif était de goûter la célèbre sauce au canard sauvage et aux truffes. C'était le produit qui avait obtenu la meilleure note dans les rapports. La jeune hôtesse derrière le comptoir a cessé de regarder son téléphone lorsqu'elle m'a vu. Son visage s'est illuminé d'un sourire artificiel et sarcastique, comme si elle regardait un sans-abri qui était entré par erreur dans un magasin de luxe. « Comment puis-je vous aider, madame ?» m'a-t-elle demandé. Il était impossible de ne pas remarquer le ton de sa voix qui semblait dire « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Bonjour », ai-je dit en m'efforçant de rester aussi poli que possible. « Je voudrais goûter les sauces spéciales du chef Dubois. » Celle à la truffe a reçu beaucoup d'éloges. La jeune fille jeta un coup d'œil au chef Jean-Luc, qui se trouvait derrière elle.
À ce moment-là, le chef était en train de rire et de tapoter le dos d'un investisseur américain. Puis la jeune fille se tourna vers moi et, au lieu de prendre une des petites cuillères en plastique destinées à la dégustation, elle se dirigea vers les brochures. « Je suis désolée, madame, dit-elle. Pour l'instant, nos dégustations sont réservées à nos partenaires commerciaux sur rendez-vous. Mais vous pouvez prendre des brochures si vous le souhaitez. Vous trouverez nos produits dans les épiceries fines. » J'ai souri. C'était la réponse à laquelle je m'attendais. Ce genre de protocole était courant dans les salons professionnels. Mais je n'étais pas du genre à abandonner. Après tout, j'étais officier de marine. Les obstacles n'étaient pour nous que des vagues à franchir. Je comprends, ai-je dit en gardant mon calme. Mais je suis ici pour un achat commercial. Il est très important pour moi de voir la texture et l'arôme du produit sur place. Juste une petite cuillère. À ce moment-là, le chef Jean-Luc a terminé son discours et s'est tourné vers nous. Je suppose que le ton insistant de ma voix avait attiré son attention. Ou peut-être que mon apparence ordinaire souillait son temple, parfait en marbre noir. Il s'approcha lentement, d'un pas chaloupé, du comptoir. Il posa le verre en cristal qu'il tenait à la main sur le marbre. Son regard me balaya de la tête aux pieds, de mes chaussures à mes cheveux. Je connaissais ce regard. C'était le regard qui disait « tu n'es pas de mon niveau ». C'était le regard qui disait « tu me fais perdre mon temps ». Un problème, Chloé demanda-t-il à l'hôtesse, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Monsieur, ai-je interrompu en tendant la main. Je m'appelle Virginie. Je voulais goûter vos sauces. Nous prévoyons une grosse commande et... Il m'a interrompu. Il a levé la main et l'a agitée comme pour chasser une mouche. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps ralentissait. Madame, dit-il. Sa voix était comme un couteau recouvert de velours. Douce, mais tranchante. Écoutez, ce n'est pas le rayon dégustation d'un supermarché. C'est une plateforme professionnelle destinée aux professionnels. Il souleva légèrement le couvercle argenté de la casserole devant lui. L'odeur intense et terreuse de la truffe qui s'en dégageait me monta au nez. Elle sentait vraiment très bon. Mais le chef referma aussitôt le couvercle. Un bruit métallique retentit. Le kilo de cette sauce, dit-il lentement, comme s'il enseignait les mathématiques à un enfant, coûte la moitié de votre pension de retraite. Les truffes noires du Périgord qu'elle contient sont, comment dire. Il marqua une pause, un sourire méprisant se dessina sur ses lèvres. Destiné au palais raffiné et averti. Je sentis une brûlure dans mon estomac. Elle n'était pas due à un mauvais repas, mais à l'arrogance pure et simple de l'homme en face de moi. Mais je ne changeais pas d'expression. Ma formation d'amiral avait pris le dessus quand l'ennemi ouvre le feu. Mettez-vous à couvert. Analysez la situation. Dame palais raffiné. Répétai-je calmement. Vous pensez donc que mon palais n'est pas capable de comprendre cela? Le chef Jean-Luc a ri. Ces quelques flagorneurs l'ont imité. Soyons honnêtes, madame, dit-il en s'appuyant sur le comptoir. Son visage était très proche du mien. Son haleine sentait le champagne hors de prix. Vous semblez plus encline à manger des conserves réchauffées devant la télévision au dîner. Cette sauce est trop raffinée pour votre palais. S'il vous plaît, ne gênez pas les vrais clients. Le stand Carrefour est 2 allées plus loin, il distribue du fromage gratuit là-bas. Et c'est à ce moment-là, à cet instant, le dernier soupçon de compassion qui me restait s'est évaporé. Mes sentiments se sont figés. Ma colère, qui était un feu ardent, s'est transformée en un couteau tranchant et glacial. C'était ce qu'on appelle la colère froide. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je n'avais qu'un désir pur et stratégique de destruction. J'ai lentement mis la main dans mon sac. Le chef Jean-Luc a tourné la tête avec dédain, pensant que j'allais sortir mon portefeuille pour lui offrir de l'argent ou lui laisser une carte de visite. « Allez, ne m'obligez pas à appeler la sécurité », a-t-il murmuré en se retournant. Mais ce que j'ai sorti de mon portefeuille n'était pas une carte de crédit. C'était ma carte officielle très spéciale, recouverte de métal, sur laquelle figuraient les armoiries de la République française. Le code de sécurité de l'OTAN est, en lettres dorées, Vice-amiral Virginie Efira, direction centrale du commissariat des armées. Chef du bois. Dis-je. Ma voix n'était plus celle d'une tante suppliante. C'était la voix d'un commandant donnant des ordres depuis le pont d'un navire par une nuit de tempête. Il s'est arrêté. Ses épaules se sont raidies. Le changement dans le ton de ma voix avait instantanément modifié l'atmosphère électrique qui régnait dans la pièce. Il s'est lentement retourné vers moi. « Vous venez de manger la truffe la plus chère de votre vie, chef », dis-je en posant la carte sur le comptoir en marbre noir avec la fermeté d'une lame de guillotine. Et croyez-moi, elle sera très difficile à digérer. Le bruit métallique de la carte résonna même dans le hall bruyant du salon. Et ce n'était que le début. À quel point le bruit d'un morceau de métal frappant le marbre peut-il être fort? Si ce morceau de métal est une carte d'identité représentant les plus hautes autorités militaires de la République française et s'il heurte ce comptoir en marbre noir, symbole de l'arrogance et du snobisme,
Ce bruit est aussi fort qu'un coup de canon. Le brouhaha continuait dans le salon. Mais dans notre petit cercle, au stand de la Maison Dubois, le temps s'était arrêté. Le chef Jean-Luc Dubois a d'abord regardé la carte. Ses yeux ont parcouru l'écusson doré, l'inscription ministère des Armées. Et juste en dessous, ce titre crucial, vice-amiral. Je vis ses pupilles trembler. À cet instant, son cerveau essayait de concilier l'image de la tante ordinaire, qu'il venait de rabaisser avec la réalité du vice-amiral, assis à la table. Et ses circuits étaient en surchauffe. Le sourire arrogant sur son visage fondit lentement comme une glace laissée au soleil. Il fit place à la stupéfaction, puis à un mélange de déni et d'horreur. Sa couleur passa du gris des truffes dont il se vantait tant au rouge d'un homard bouilli, puis au blanc d'un poisson mort. Vice. Amiral, balbutia-t-il. Sa voix n'était plus celle d'un couteau recouvert de velours, mais celle d'une boîte de conserve rouillée. J'espère que vous lisez mieux que vous n'écrivez, chef. Dis-je. Je ne changeai pas le ton de ma voix. J'étais si calme que mon calme l'effrayait encore plus, car vous avez encore un document très important à lire. Je sortis de mon sac le dossier recouvert de cuir bleu que j'avais préparé avec le plus grand soin ce matin-là. Le dossier portait le célèbre logo à l'encre de la marine, la foule VIP. Autour du chef, composé d'investisseurs américains et d'hommes d'affaires japonais, avait compris que quelque chose n'allait pas. Les chuchotements avaient commencé. L'hôtesse qui venait de me snober venait de laisser tomber les brochures qu'elle tenait à la main. Les feuilles éparpillées sur le sol étaient la seule chose qui venait rompre ce silence de mort. Ce dossier, dis-je en le posant doucement à côté de ma carte, était le protocole préliminaire de l'appel d'offres de la marine française pour le programme de nutrition tactique et de soutien moral. Un contrat de 5 ans. Son objet, la fourniture de conserves gastronomiques et de plats préparés pour nos porte-avions, nos sous-marins et nos 42 000 membres du personnel en mission à l'étranger. Les yeux du chef Jean-Luc se sont fixés sur le chiffre inscrit sur le dossier. Il était écrit en gros caractères noirs 50 millions €. J'ai entendu son souffle se couper. Vraiment, son souffle s'est coupé physiquement. C'était comme si l'air ne passait plus dans ses poumons. 50 millions, murmura-t-il. Les doigts qui tenaient son verre étaient devenus blancs comme neige. Oui, répondis-je en inclinant légèrement la tête. Et ce n'était qu'un début. Si nos soldats avaient aimé vos produits, ce chiffre aurait pu doubler. Mes conseillers m'avaient recommandé vos services. Il m'avait dit, le chef Dubois est un visionnaire. Il allie tradition et modernité. Je fis un pas vers lui. Il n'y avait plus que 10 centimètres entre nous. Je plongeai mon regard au plus profond de ses yeux, dans son âme paniquée. Mais je vois que mes collaborateurs se sont trompés. Vous n'êtes pas un visionnaire, chef. Vous êtes simplement aveugle. Je tiens à souligner ce point. La personne la plus dangereuse que vous rencontrerez dans la vie n'est pas celle qui crie et hurle, mais celle qui sait quand et comment utiliser le pouvoir qu'elle détient. Si vous ressentez vous aussi cette bouffée d'air frais que m'apporte la justice, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Car la tempête ne fait que commencer. Le chef essaya de se ressaisir. Il tenta d'afficher son sourire collant et faux d'homme d'affaires, mais ses lèvres tremblaient. Madame. Je veux dire, amiral. S'il vous plaît, il y a eu un malentendu, dit-il en écartant les mains. Je ne vous ai pas reconnu. Le stress des salons, vous savez. Une journée très intense. Je vous en prie, goûtez la sauce. Je vais même vous préparer un assortiment spécial. Chloé, apportez immédiatement le menu dégustation VIP à l'amiral. La serveuse s'agita dans un mouvement de panique, mais je la fis taire d'un geste de la main. Ce geste avait la précision d'un ordre donné dans une chaîne de commandement. La jeune fille se figea sur place. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Vous vous souvenez de ce que vous venez de dire, chef? Cette sauce est trop raffinée pour votre palais. Mangez des conserves du supermarché. J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux, vous aviez raison. Mes soldats, au milieu de l'océan, affrontant les tempêtes, loin de leur famille pendant des mois, montant la garde pour leur patrie. Ils ne peuvent pas manger un repas préparé par un homme comme vous, qui juge les gens sur leur apparence et qui est aveuglé par son arrogance. Ce serait une insulte pour eux. Leur palais mérite des saveurs bien plus nobles que vos sauces raffinées. Mais vides de sens. Je repris le dossier sur la table. J'annule l'accord, chef Dubois. Ai-je dit, mais nous n'avons même pas signé. Je veux dire, une chance. Balbutia-t-il. Gouttes de sueur perlaient sur son front. J'entendis l'investisseur américain derrière moi murmurer à son interprète. Que se passe-t-il? A-t-il dit 50 millions? Non, nous n'avons pas signé. Ai-je répondu en rangeant le dossier dans mon sac. Et nous ne signerons jamais. Voulez-vous savoir ce que je vais écrire dans mon rapport pour justifier ma décision? Il ne répondit pas. Il se contenta de déglutir. Je n'ai dit qu'un seul mot, insuffisance de caractère. J'ai pris ma carte d'identité sur la table. La froideur du métal m'a brûlé les doigts.
En rangeant la carte dans ma poche, j'ai jeté un dernier regard à Jean-Luc. Ce regard n'exprimait plus de colère, seulement de la pitié. Vous mangerez vous-même vos sauces aux truffes, chef, ou peut-être les servirez-vous avec les fromages gratuits du stand Carrefour. Peut-être que les gens là-bas vous apprendront un peu d'humilité. Je me suis retournée. À ce moment-là, les regards que je sentais dans mon dos n'appartenaient plus à une tante invisible. Ces regards appartenaient à une légende, à un géant, à une force capable de réduire à néant le plus gros contrat du salon en une seule phrase. Je me mis en marche. Mes pas étaient fermes et déterminés. J'ai entendu le chef crier derrière moi à l'amiral. Attendez, nous pouvons parler. Sa voix était pitoyable, aiguë, désespérée. Je ne m'arrêtais pas. Je ne tournais même pas la tête, car un amiral ne se retourne pas pour regarder un navire en train de couler. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Oh non, je commençais à peine à m'échauffer. Mon téléphone vibrait dans ma poche. C'était mon assistant, le lieutenant Pierre, qui m'appelait. J'ai décroché. Amiral, comment s'est passée l'inspection? Signons-nous avec Maison Dubois, m'a demandé Pierre d'une voix enthousiaste. En marchant dans le couloir, je passais entre les personnes qui m'avaient laissé passer aux autres stands. Non, Pierre, répondis-je. Nous passons au plan B. Et Pierre. Aux vos ordres, amiral. Préparez la liste noire des fournisseurs de la marine. Et appelez mon vieil ami, l'inspecteur Bernard, au ministère de la Santé. Dites-lui que j'ai de sérieux doutes quant à l'authenticité des truffes de Maison Dubois. Qu'il vérifie si ces truffes proviennent vraiment du Périgord ou s'il s'agit d'arômes synthétiques fabriqués en Chine. Je sentais Pierre sourire à l'autre bout du fil. Bien reçu, amiral. Tout de suite. Je raccroche. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais en France, la vengeance est un plat à la truffe. Très bureaucratique et très cher. Et le chef Dubois commençait tout juste à payer l'addition, en sortant du bruit étouffant du parc des expositions et en m'installant sur la banquette arrière de ma voiture officielle. Une Renault Rafale noire blindée, je pris une profonde inspiration. La porte se referma et le chaos du monde extérieur fit place à ce silence familier et rassurant. Mon chauffeur, le sergent Martin, m'a regardé dans le rétroviseur. Il connaissait l'expression de mon visage. Ce n'était pas celle d'une mission accomplie, mais celle d'une guerre qui commençait. Où allons-nous, amiral? Retournons-nous au centre d'approvisionnement? Demanda-t-il. Pas encore, Martin, répondis-je en sortant mon téléphone portable de mon sac. Je dois d'abord passer un petit coup de fil. Roule doucement le long des berges de la Seine. Je veux profiter du paysage. Alors que la voiture se fondait dans la circulation, je rassemblais les pièces du puzzle dans mon esprit. Le chef Jean-Luc Dubois était-il simplement un homme grossier? Ou était-il un imposteur? Il m'avait accusé de ne pas avoir le palais suffisamment développé. Mais savez-vous quelle est la plus grande qualité d'un soldat, en particulier d'un amiral responsable de la logistique? C'est de remarquer les détails. Les détails qui sauvent des vies. À ce stand, même dans ce moment humiliant, une odeur m'était parvenue. Et non, ce n'était pas seulement le parfum coûteux du chef. Lorsque le chef a soulevé le couvercle de la casserole, une odeur de truffe m'a envahi les narines. Elle était trop parfaite, trop forte, et surtout trop chimique. La véritable truffe noire du Périgord, mélange de terre, de pluie et de noisettes, dégage un parfum subtil et raffiné. Et ce parfum change légèrement lorsqu'il entre en contact avec l'air, tant que le couvercle de la casserole reste ouvert, il s'oxyde. Mais la sauce de Dubois, même après avoir passé des heures sous les projecteurs, cette sauce dégageait une odeur uniforme et intense de dérivés pétroliers, comme si elle venait de sortir du laboratoire. On appelle cela du 2,4-dithiapentane. Autrement dit, un arôme synthétique de truffe. Au lieu d'un vrai champignon à 2000 € le kilo. Une huile synthétique à 5 € le litre. Et cet homme allait vendre ce poison synthétique à mes soldats, les héros de la France, pour 50 millions d'euros, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un mets gastronomique. Ce qui m'a vraiment mis en colère, ce n'était pas l'insulte qui m'était adressée personnellement. C'était le fait qu'il essayait de prendre l'État et mes soldats pour des idiots. J'ai trouvé dans mon répertoire téléphonique le nom. Inspecteur Bernard, direction de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la fraude. Et j'ai appuyé sur la touche d'appel. Bernard était un camarade de classe à l'académie. C'était un homme sévère, rigoureux et au moins aussi froid que moi. Il a répondu au deuxième appel. Amiral Efira, a-t-il dit d'une voix grave. Quel plaisir de vous entendre. Vous en avez encore assez des réunions budgétaires au ministère. Si seulement c'était aussi simple, Bernard. Ai-je répondu en fixant le ciel gris de Paris. J'ai une information à te communiquer. Mais ce n'est pas une information ordinaire. C'est du lourd. Le ton de sa voix changea immédiatement. Il était passé en mode professionnel. Je t'écoute, Virginie. Je suis au Salon Sial en ce moment. Ou plutôt, je viens d'en sortir. Stand Maison Dubois. Le chef Jean-Luc Dubois. Le célèbre enfant prodige de la télévision.
demanda Bernard, lui-même. Bernard, j'ai besoin d'une équipe, mais pas une de ces équipes gentilles qui font des contrôles de routine. Je veux la brigade spéciale, qui entre dans l'usine à l'aube, copie les ordinateurs, prend les échantillons de force et enfonce les portes si nécessaire. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Pour quelle raison? Contrefaçon alimentaire, tentative de corruption dans un appel d'offres public et... Je m'interrompis, un léger sourire apparut sur mes lèvres. Soupçon d'utilisation de produits chimiques synthétiques à un niveau susceptible de mettre en danger la santé publique. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un seul spore de vrais champignons dans ces sauces à la truffe, je démissionnerai. Bernard rit. Un rire bref et sec. Ton nez est meilleur que celui de nos chiens de laboratoire, Virginie. Je vais immédiatement envoyer l'équipe sur place. Le parc des expositions se trouve actuellement dans notre zone de compétence. Ils seront là dans 30 minutes. Et l'usine? Pierre t'enverra l'adresse, dis-je. Je veux une descente simultanée dans l'usine principale près de Lyon. Les registres des stocks, les factures, les fournisseurs. Fouillez tout. Surtout les factures pour les haroms. Compris, amiral. Les journaux télévisés vont être bien animés ce soir. Pas seulement les journaux télévisés, Bernard. Répondis-je. La justice aussi va s'en donner à cœur joie. Je raccroche. Parfois, les gens me demandent pourquoi êtes-vous si impitoyable. Ma réponse est simple, je ne suis pas impitoyable, je suis juste. Quand quelqu'un essaie de vous vendre un produit de mauvaise qualité en le qualifiant de luxe, il ne vole pas seulement votre argent, il vole aussi votre intelligence, votre confiance et votre honneur. Si, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous vous êtes senti floué dans un restaurant cher ou dans un magasin de luxe, mais que vous n'avez rien pu faire, cliquez sur le bouton j'aime. Car cette opération est la revanche de votre impuissance passée. Je règle cette note à votre place. Alors que ma voiture roulait le long de la Seine, j'ai reçu un message du lieutenant Pierre sur mon téléphone. Une photo. Sur la photo, on voyait le stand du chef Dubois. Mais les lumières vives, les rires et le champagne avaient disparu. À leur place, 5 agents vêtus de gilets bleus portant l'inscription police alimentaire. Et au regard sévère avaient pris leur place. Le célèbre ruban défense d'entrée était en train d'être déroulé autour du stand. Le chef Dubois, entre 2 agents, les bras ballants, le visage livide, essayait d'expliquer quelque chose. J'ai zoomé sur l'image. Les pots de sauce aux truffes dont le chef était si fier étaient remplis de sacs de preuves. Mais ce n'était pas le plus choquant. La note sous le message de Pierre m'a glacé le sang. J'avais des soupçons, mais je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Le message disait: Mon amiral, l'équipe de Bernard a effectué les premiers tests rapides sur le terrain. Il n'y a pas de champignons dans la sauce aux truffes. Mais il y a pire, la substance utilisée pour épaissir la sauce est une gélatine classée dans la catégorie adhésif industriel. Et des tonnes de viande de canard périmée ont été réétiquetées et emballées sous le nom de série gastronomique fraîche. J'ai serré le téléphone dans ma main. Ce n'était plus une guerre d'ego. C'était une tentative de meurtre. Il allait faire manger de la colle et de la viande avariée à mes soldats. Martin, dis-je à mon chauffeur, la glace dans ma voix ayant fondu pour laisser place à une colère pure et brûlante. Nous n'allons pas au quartier général. Où allons-nous, amiral? Au parquet, répondis-je. Il ne suffit pas que cet homme fasse faillite. Il ira derrière les barreaux. Et c'est moi qui avalerai la clé. Le chef Jean-Luc Dubois pensait avoir perdu un contrat de 50 millions d'euros. En réalité, il venait de perdre sa liberté. Mais il y avait autre chose qu'il ignorait. Cette chaîne de fraude ne s'arrêtait pas à lui. Elle remontait beaucoup plus haut, jusqu'à des noms que je ne pouvais même pas imaginer. Des noms considérés comme intouchables. Et j'avais déjà commencé à tirer sur cette corde, en gravissant les marches immenses et froides du palais de justice de Paris. Le bruit de mes talons résonnait comme les pas d'une tempête imminente. Je n'avais plus entre les mains le dossier bleu qui allait détruire l'empire gastronomique du chef Dubois. À la place, je transportais quelque chose de bien plus dangereux, un soupçon. Ma rencontre avec le procureur François avait été brève. François était un homme honnête, mais il avait peur. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait les preuves que j'avais empilées sur son bureau, rapport de laboratoire, facture de colle. Virginie, avait-il dit en retirant ses lunettes et en se frottant les yeux, nous allons arrêter cet homme. Ce n'est pas un problème. Mais, savez-vous jusqu'où va cette affaire? Je m'en fiche, François, avais-je répondu. Quiconque a empoisonné mon soldat, quel que soit son grade, ira en prison. François m'avait regardé avec compassion. La société de Dubois, Maison Dubois. 60% de son capital initial a été financé par une société fantôme, basée au Luxembourg. Et sais-tu qui siège au conseil d'administration de cette société? Il murmura un nom. À ce moment-là, l'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Ce nom était celui du sénateur Henri de Valois, président de la commission sénatoriale du budget de la Défense.
Autrement dit, l'homme qui approuve le budget de mon institution, la marine. Celui qui signe les chèques qui paient nos salaires, le carburant de nos navires, et même l'uniforme que je porte en ce moment. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cet appel d'offres n'avait rien à voir avec les compétences du chef Dubois. Cet appel d'offres était une mise en scène orchestrée pour que 50 millions d'euros sortent des caisses de l'État, soient blanchis par l'intermédiaire de Dubois et finissent dans la poche du sénateur. Et moi, la vice-amirale Virginie Efira. J'avais gâché le scénario. Quand je suis revenu dans mon bureau, il était 20 heures. Paris était illuminé, mais ma pièce était plongée dans l'obscurité. J'ai seulement allumé la lampe de mon bureau. Et à ce moment-là, mon téléphone rouge à ligne sécurisée a sonné. Seul le ministère et les commandants de Trahors reconnaissaient ce numéro. J'ai décroché. Amiral Efira. Dit une voix familière, paternelle, mais légèrement menaçante. J'ai entendu dire que vous vous étiez comporté de manière un peu agressive au salon aujourd'hui. C'était lui qui appelait. Le sénateur Valois. Je ne faisais que mon travail, monsieur le sénateur. Ai-je répondu. Le calme de ma voix était celui qui précède la tempête. Protéger la santé de nos soldats est ma mission première. Le sénateur rit. Un rire sec, sans âme. Virginie, Virginie. Vous vous attardez parfois trop sur les détails. Le chef Dubois est un jeune talent. Il a peut-être commis une petite erreur de fabrication. Un lot de produits peut être défectueux. Est-il nécessaire pour autant de mobiliser le parquet, la presse? Vous savez, le budget de la marine pour l'année prochaine est actuellement sur mon bureau. La subvention supplémentaire que vous demandez pour vos nouvelles frégates. Elle attend toujours ma signature. Voilà la menace. Claire et nette. Clôturez le dossier, sinon je coupe les vivres à la marine. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, posez-vous la question suivante, avez-vous déjà été confronté à un tyran qui a utilisé son pouvoir pour vous réduire au silence? Un patron qui vous a dit tais-toi, sinon tu perdras ton emploi? Si oui, écrivez je n'ai pas taillé. Dans les commentaires, parce que nous ne nous tairons pas. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis calé dans mon fauteuil. J'ai regardé la photo accrochée au mur en face de moi, celle de l'opération que j'avais menée contre les pirates au large de la Somalie il y a des années. Ce jour-là, je n'avais pas eu peur. Allais-je avoir peur aujourd'hui d'un politicien qui n'avait pour seule arme qu'un stylo à plume? Monsieur le sénateur, ai-je dit, je pense qu'il y a un malentendu. Je suis soulagé, a dit le sénateur, détendu. Cela signifie-t-il que nous pouvons régler la question du bois entre nous? Non, ai-je répondu. Le malentendu est le suivant, vous m'avez pris pour un de ces bureaucrates carriéristes que vous pouvez intimider avec vos rapports budgétaires. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Mon soldat, au milieu de l'océan, vomit le poison que vous qualifiez de petite erreur. Et je ne peux pas me promener fièrement sur le pont de ces nouvelles frégates, sénateur. Si un navire coule, le capitaine est le dernier à abandonner le navire. Mais les rats ne montent jamais à bord, ils se contentent de ronger les réserves de nourriture. Surveillez vos paroles, amiral, tonna le sénateur. Sa voix n'était plus paternelle. Vous oubliez à qui vous parlez. Je vais vous détruire. Je vais vous arracher vos galons un par un. Je veux votre demande de retraite sur mon bureau demain matin. Je souris. Je m'attendais à cette conversation. J'ai tendu la main vers un petit appareil à côté du téléphone. Le voyant d'enregistrement clignotait en rouge. Faites ce que vous voulez, sénateur, dis-je. Mais avant de déposer votre demande demain matin, je vous conseille de regarder les informations du soir. Parce que le chef Dubois vient de commencer à parler. Et devinez qui est le premier nom qu'il a donné au procureur. Avant que le sénateur n'ait le temps de répondre, j'ai raccroché. Mon cœur battait à tout rompre, mais pas de peur, d'adrénaline. La guerre était déclarée. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton de l'interphone. Pierre. Oui, amiral. Réunissez l'équipe de communication médiatique. Et appelez-moi cette journaliste d'investigation que vous connaissez. Celle qui n'a peur de rien. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Sophie. Appelez-la. Dites-lui que je veux lui offrir le bonus partenaire politique. En plus du titre le scandale alimentaire du siècle. À vos ordres, amiral. Mais, n'est-ce pas trop risqué? Risqué? Ai-je répondu en regardant ma carte d'identité métallique posée sur mon bureau. Pierre, nous sommes la marine. Nous ne prenons pas de risques, nous gérons les risques. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Aux premières lueurs de l'aube, j'allais lancer la plus grande opération de nettoyage de l'histoire de la France. Le chef Dubois était en prison, mais la véritable proie était le sénateur Valois. Et il ne savait pas encore comment j'allais utiliser mon plus grand atout, le pouvoir du peuple. Car je vous ai dit une chose au début de cette vidéo, les gens respectent l'uniforme. Mais les gens aiment la justice. Et j'allais leur donner l'histoire d'amour qu'ils voulaient. Il faisait encore nuit noire. Il était 5h30. Paris ne s'était pas encore réveillé, mais deux femmes étaient assises dans le petit café Le Noir, dont l'enseigne était à peine lisible, dans une ruelle de Montmartre. L'une d'elles était moi.
Je portais des vêtements civils et j'avais devant moi un simple café. L'autre était Sophie, la journaliste d'investigation la plus acerbe et la plus intrépide de France. La seule personne dont la plume était plus tranchante que mon épée. J'ai posé sur la table la clé USB contenant les aveux du chef Dubois, les résultats des analyses de laboratoire et surtout, les registres des transferts d'argent de cette société fantôme au Luxembourg. Sophie a pris la clé USB. Ses yeux brillaient comme ceux d'un tigre qui a repéré sa proie. « Êtes-vous sûr, amiral ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Si je publie cela, nous ne ferons pas seulement trembler un sénateur, mais tout le gouvernement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ils pourraient vous déclarer traître à la patrie. » J'ai souri. « Ils me déclareront déjà traître à la patrie, Sophie, » ai-je répondu. « C'est le plan du sénateur Valois. Il va me présenter comme une vieille femme incompétente, paranoïaque et psychologiquement perturbée. Et essayer de me faire porter tout le chapeau. Il dira, elle n'a pas su contrôler la situation, maintenant elle calomnie. » J'ai pris une gorgée de café. Mais il oublie une chose, Sophie. Je suis une marin. Nous ne fuyons pas la tempête, nous la traversons. Sophie a souri. Son célèbre sourire dangereux. J'ai déjà rédigé le titre dans ma tête. A-t-elle dit avant de quitter précipitamment le café. Il était 9 heures. La France a été secouée par le titre du journal de Sophie. L'Observateur. Il était écrit en gros caractères noirs et épais: du poison pour les soldats. Une fortune pour les sénateurs, un circuit des trahison des 50 millions d'euros. Les détails de l'article révélaient tout. Les fausses truffes du chef Dubois, la viande périmée, les gels adhésifs. Et les flèches qui suivaient la trace de cet argent menaient directement au compte secret du sénateur Valois. J'ai allumé la télévision. J'étais dans mon bureau. Mes collaborateurs regardaient l'écran en silence. Toutes les chaînes avaient interrompu leur programme. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Les hashtags repas toxiques et Valois démissionné faisaient la une de l'actualité mondiale. Les gens avaient même commencé à descendre dans la rue. Un peuple ne pardonnerait jamais que l'on empoisonne ses soldats. Et le moment tant attendu est arrivé. Le message en direct salle de presse du Sénat est apparu à l'écran. Le sénateur Henri de Valois est monté à la tribune. L'homme arrogant qui m'avait menacé au téléphone la veille au soir avait disparu, remplacé par un homme d'État victime, triste et sous le choc. C'était un excellent comédien, cher concitoyen, dit-il d'une voix tremblante. Je suis horrifié par les calomnies répugnantes que j'ai lues ce matin. Ma relation avec le chef Dubois n'est que superficielle. Il m'est impossible d'avoir été au courant de cette ignoble supercherie. Il mentait, sans même cligner des yeux. Puis il fixa la caméra du regard. À ce moment-là, j'eus l'impression qu'il me regardait directement. Malheureusement, a poursuivi le sénateur d'une voix plus ferme. Ces calomnies proviennent d'un bureaucrate incapable de remplir correctement ses fonctions, qui a perdu tout sens de la réalité en raison des pressions psychologiques qu'il a subies ces derniers temps. Le contre-amiral Ephira m'attaque pour couvrir sa propre négligence. J'ai donné l'ordre d'ouvrir une enquête à son encontre pour divulgation de secrets d'État et diffamation. Un silence s'est installé dans la pièce. Le lieutenant Pierre m'a regardé. Ses yeux reflétaient la peur. « Amiral, ils vont vous destituer. C'est une déclaration de guerre. » Je regardais l'écran et éclatai de rire. Un rire sincère. Il a dit que je n'étais pas sain d'esprit. Ai-je demandé. « Oui, monsieur, » répondit Pierre. Je me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Très bien. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un fou peut faire, Pierre. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que quelqu'un a tenté de dissimuler son propre crime en vous calomniant, vous connaissez ce sentiment d'impuissance. Mais n'oubliez pas que les faits ont la fâcheuse tendance à refaire surface. Et j'avais entre les mains un autre fait, dont le sénateur n'avait même pas connaissance. J'ai ouvert mon tiroir. J'en ai sorti un petit enregistreur noir. La conversation téléphonique de la nuit dernière. Clôturez ce dossier, sinon vous serez mis à la retraite. Les rats ne montent jamais à bord du navire, ils ne font que ronger les réserves de nourriture. Je vais vous détruire. Tout était là. Le sénateur venait de dire à la télévision, je n'étais pas au courant. Mais cet enregistrement prouvait de sa propre voix qu'il n'était pas seulement au courant, mais qu'il était lui-même l'architecte de l'opération. Pierre, dis-je en levant l'appareil en l'air. Appelle Sophie. Le deuxième round commence. Cette fois-ci, le titre ne sera pas l'accusation. Cette fois-ci, le titre sera la confession. Le sénateur Valois pensait qu'il se débarrasserait de moi en me jetant en pâture au public. Mais il avait oublié une chose, quand on me jette en pâture au public, je ne m'enfuis pas. Je prends la tête du public. Je me dirigeais vers la porte. Où allez-vous, amiral? Je vais organiser une conférence de presse, Pierre. Le sénateur a fait son discours. C'est maintenant au tour de cette vieille femme aux problèmes psychologiques. En sortant, les soldats dans le couloir m'ont salué avec plus de rigueur et de respect que d'habitude. Ils savaient.
Ils savaient que la tempête avait éclaté et que leur capitaine n'avait pas lâché la barre. Aujourd'hui, les rues de Paris allaient être très animées. La salle de presse du ministère de la Défense ressemblait à une ruche. Centaines de journalistes, des dizaines de caméras et des flashs aveuglants. Tous attendaient l'amiral prétendument dérangé, c'est-à-dire moi. Lorsque je suis monté à la tribune, je portais mon uniforme de cérémonie blanc. Les médailles sur ma poitrine brillaient sous les projecteurs. Je portais cet uniforme pour une seule raison, leur rappeler qu'ils n'avaient pas en face d'eux une femme malade, mais un pilier d'acier de l'État. Le brouhaha dans la salle s'est arrêté net lorsque je me suis approché du micro. Mesdames et messieurs, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Au contraire, elle avait un timbre grave et assuré qui remplissait l'acoustique de la salle. Je viens d'écouter les déclarations de monsieur le sénateur Valois. Il m'a accusé d'être une rêveuse, une paranoïaque et d'être incapable de remplir ma mission. Je me suis appuyé des 2 mains sur le pupitre et j'ai regardé directement l'objectif de la caméra principale. En tant que militaire, je laisse au médecin le soin de diagnostiquer mon état psychologique et à la haute justice française de juger de mon aptitude à exercer mes fonctions. Cependant, j'ai plongé la main dans ma poche. J'ai sorti ce petit appareil noir, afin que notre peuple ait aucun doute quant à sa perception de la réalité. Je voudrais, avec votre permission, faire un petit rappel. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Tout le monde retenait son souffle. Cet enregistrement, dis-je en levant l'appareil, est la conversation téléphonique que j'ai eue hier soir à 20h14 avec le sénateur Valois et qui est prétendument officielle. Et j'ai appuyé sur le bouton lecture, le son provenant du haut-parleur de l'appareil était grésillant, mais les mots étaient clairs comme du cristal. Les microphones ont capté ce son et l'ont diffusé dans toute la France, dans le monde entier. Voix du sénateur enregistrement, clôturez ce dossier, sinon vous serez mis à la retraite. Les rats ne montent jamais à bord des navires, ils ne font que ronger les réserves de nourriture. Je vous détruirai, je vous arracherai vos galons un par un. 30 secondes. Cela n'a duré que 30 secondes. À la fin de l'enregistrement, le silence dans la salle était si pesant qu'une aiguille tombée par terre aurait fait l'effet d'une bombe. Les journalistes se regardaient les uns les autres. Personne n'arrivait à croire ce qu'ils venaient d'entendre. La comparaison avec les rats, les menaces, le jargon de parrain de la mafia sous le masque de l'homme d'État paternaliste. Tout était là, au grand jour. C'est moi qui ai rompu le silence, comme vous pouvez le constater. Je dis en éteignant l'appareil et en le posant sur le pupitre. Le sénateur avait raison. Il y a effectivement un problème de rongeurs. Mais ces rats ne sont pas sur le bateau, ils sont assis dans les fauteuils de ceux qui pensent diriger le bateau. À ce moment-là, ce fut le chaos. Les journalistes se sont mis à crier et à poser des questions en même temps. Les flashs crépitaient comme des mitraillettes. À l'arrière, j'ai vu le conseiller de presse du sénateur parler au téléphone en criant, le visage livide. À ce moment-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Elle venait de Sophie. Le message était court mat. Le Sénat est en ébullition. Valois s'est enfermé dans son bureau. Les procureurs ont déjà lancé une procédure pour lever son immunité. Je ne suis pas descendu de l'estrade. Je n'ai pas répondu aux questions. Je suis simplement resté là à observer le chaos. Ce n'était pas une vengeance. C'était un nettoyage. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Le sénateur n'était que la partie politique. Il y avait aussi la partie financière. Cette société au Luxembourg. Où était passé cet argent? À ce moment-là, la porte de la salle s'est ouverte bruyamment. Ceux qui sont entrés n'étaient pas des journalistes. C'était une escouade de soldats portant des gilets sur lesquels était inscrit Gendarmerie nationale. Le capitaine, en tête, se fraya un chemin à travers la foule et vint vers moi. Il fit une révérence. Amiral, dit-il, nous avons reçu l'ordre de vous faire sortir d'ici pour votre sécurité. Dehors. Dehors, il y a beaucoup de monde. Le peuple. Demandai-je. Oui, monsieur, a répondu le capitaine en souriant légèrement. Et ils brandissent des drapeaux français et scandent votre nom. Mes amis qui suivent cette histoire, vous pouvez parfois vous sentir seul, impuissant et encerclé. Ceux qui vous font face peuvent sembler très puissants, très riches, très intouchables. Mais n'oubliez pas, la voix de la vérité est plus forte que celle de l'armée la plus puissante du monde. Ce jour-là, j'ai appuyé sur ce bouton. Pas seulement sur le bouton d'un enregistreur, mais sur le bouton de la justice. Et qu'est-il arrivé au sénateur Valois? Ah, il a essayé de s'enfuir. Et de manière très pitoyable. Mais cette partie de l'histoire, je vous la raconterai dans un instant. Car lorsque vous saurez ce qu'il essayait d'emporter avec lui dans son sac, vous serez choqués. Après la conférence de presse, les événements se sont précipités. Lorsque je suis sorti du bâtiment du ministère et que je suis monté dans ma voiture officielle, les rues de Paris étaient déjà en ébullition. Mais ce n'était pas le chaos, c'était une fête. Les gens brandissaient mes photos et criaient justice. Mais je n'avais pas le temps de faire la fête.
car la chasse n'était pas encore terminée. Mon téléphone a sonné. C'était le colonel Reynaud, chef des services de renseignement de la gendarmerie. Amiral, dit-il, sa voix difficilement audible à cause du bruit de l'hélicoptère, vous aviez raison. L'oiseau s'est envolé de sa cage. Le sénateur Valois a sommé son chauffeur et s'est enfui dans une voiture civile. Il a éteint son téléphone. J'ai souri. Éteindre son téléphone ne le sauvera pas, colonel. Ai-je répondu en ouvrant l'écran de ma tablette. Conformément au protocole de l'OTAN, sa voiture est équipée d'un émetteur GPS inamovible. Et je suis en train de suivre cet émetteur. Le point rouge sur l'écran se dirigeait rapidement vers le nord de Paris, vers l'aéroport du Bourget. Le Bourget. Le terrain de jeu des jets privés et des riches. Il se dirige vers le Bourget. Dis-je. Y a-t-il un plan de vol spécial? Oui, répondit le colonel. C'est un vol non enregistré. Destination Panama. Décollage dans 15 minutes. Retenez cet avion, colonel. Ai-je dit. J'arrive. Je veux voir de mes propres yeux l'expression sur le visage de ce salaud lorsqu'il s'enfuira. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport du Bourget, la piste était éclairée par des lumières bleues. Véhicule de gendarmerie encerclait un luxueux jet privé de couleur grise. Lorsque je suis sorti de la voiture, le vent m'a frappé le visage. Au milieu de la piste, juste au pied de l'escalier du jet, se tenait le sénateur Valois. L'homme intouchable avait disparu. Son costume coûteux était froissé, sa cravate défaite et ses cheveux ébouriffés par le vent. Il criait et proférait des menaces aux gendarmes armés qui l'entouraient. « Vous ne pouvez pas me retenir ici. Je suis sénateur. Je suis intouchable. Je vais tout vous faire virer. » Mais les gendarmes ne bougeaient pas d'un pouce, car leur ordre ne venait pas d'en haut, mais de leur conscience. Je m'approchai lentement de lui. Le bruit de mes talons sur l'asphalte couvrait ses cris. En me voyant, il se tut. Son regard, qui était celui d'un prédateur apercevant sa proie, se transforma en celui d'une proie terrifiée prise au piège. « Virginie, dit-il d'une voix tremblante, ne fais pas ça. On peut s'arranger. Écoute, j'ai beaucoup d'argent. Je te donnerai. » Je levai la main pour le faire taire. « De l'argent ?» ai-je dit en tournant mon regard vers le grand sac Louis Vuitton marron à monogramme qu'il tenait fermement dans ses mains. « Je pense qu'il y a plus que votre linge sale dans ce sac, sénateur. » Je fis signe au capitaine de gendarmerie. « Prenez le sac. » Le sénateur résista. Il serra le sac contre sa poitrine. « Ce sont mes effets personnels. Ils sont protégés par l'immunité diplomatique. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. » Deux gendarmes lui ont saisi les bras avec douceur mais fermeté et lui ont pris le sac des mains. Le capitaine a apporté le sac et l'a posé sur le capot d'une voiture de police. Il a ouvert la fermeture éclair. Et à ce moment-là, les policiers, les gendarmes et même les pilotes qui nous observaient de loin restèrent figés. Le sac n'était pas rempli de vêtements, mais d'argent. Et pas n'importe quel argent. Liasses de billets de 500 €. Ces billets violets qu'on appelle Ben Laden. Ceux qu'on essaie désormais de retirer de la circulation. Et parmi eux, des lingots brillants, jaunes. Lingots d'or pur estampillé suisse. Et tout en haut, un passeport. Mais pas au nom d'Henri de Valois. Un faux nom, une nationalité uruguayenne. Voilà. Dis-je en prenant un lingot d'or dans le sac et en le brandissant en l'air. La chair arrachée de la gorge de nos soldats. Voilà le véritable coup de ces sauces aux truffes synthétiques. Je jetai l'or dans le sac, sur ces billets sales. Ce n'est pas seulement du vol. Dis-je en regardant le sénateur droit dans les yeux. C'est une trahison. Et il n'y a pas de vol en classe à faire pour les traîtres à la patrie, sénateur. Le sénateur Valois s'effondra. Il se mit à pleurer. Oui, cet homme puissant, au milieu de la piste, à genoux, pleurait comme un enfant. C'est fini, murmura-t-il. Non. Ai-je répondu en me retournant. C'est fini pour vous. Mais pour moi, ça ne fait que commencer. Nous allons suivre la trace de l'argent qui se trouve dans cette valise. Vos comptes au Panama, vos associés au Luxembourg, tout. Pendant que les gendarmes menottaient le sénateur, j'ai regardé le ciel. L'obscurité se dissipait. Le soleil se levait sur Paris. Mes amis qui ont suivi cette histoire. La cupidité est un puissant fond. Peu importe ce que vous y jetez, il ne se remplit jamais. Le sénateur Valois pensait pouvoir monter dans cet avion et s'enfuir. Il pensait pouvoir tout acheter avec son argent. Mais il y avait une seule chose qu'il ne pouvait pas acheter, la détermination d'un amiral français. Que s'est-il passé? Après l'arrestation du sénateur, tout était-il terminé? Ah, si seulement. La chute du sénateur a déclenché une machination bien plus sombre. Il s'avère que Valois n'était qu'un comptable. Le véritable patron avait déjà élaboré un plan bien plus sournois pour m'éliminer. Je pensais pouvoir rentrer chez moi et me reposer. Mais lorsque j'ai vu la surprise qui m'attendait devant ma porte, j'ai compris que cette guerre n'était en réalité pas terminée. L'arrestation du sénateur Valois avait provoqué un véritable séisme à Paris. Les télévisions, les journaux, les réseaux sociaux,
Partout, on ne parlait que de moi et de mon surnom, la Dame de Fer. Mais lorsque je me suis éloignée des applaudissements et des flashs pour retourner dans mon ancien appartement au plafond avec vue sur la tour Eiffel, dans le 7e arrondissement de Paris, je ne ressentais qu'une seule chose, la fatigue. Il était 8 heures du matin. Je n'avais pas dormi depuis 24 heures. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et des draps propres. J'ai poussé la lourde porte en chêne de l'immeuble. L'ascenseur ne fonctionnait pas, un classique. À Paris, j'ai donc pris les escaliers jusqu'au 4e étage. Arrivé devant la porte de mon appartement, j'ai sorti ma clé. Mais je n'ai pas eu besoin de l'insérer dans la serrure. La porte était légèrement entr'ouverte. À cet instant, toute ma fatigue s'est évaporée en une seconde. Elle a laissé place à l'adrénaline vive et froide de mes années d'entraînement militaire. Un cambrioleur? Non. J'étais dans l'une des rues les plus sûres de Paris et il n'y avait aucune trace d'effraction sur la porte. C'était le travail d'un professionnel. J'ai mis la main dans mon sac. Non, pas pour prendre ma carte d'identité. Métallique, mais cette fois-ci, j'ai sorti mon arme de service, mon Glock 19. J'ai retiré le cran de sûreté. J'ai poussé la porte doucement, sans faire de bruit. Tout était calme à l'intérieur. Mais ma maison avait une odeur différente. Dans mon salon qui sentait habituellement la lavande et les vieux livres, il y avait maintenant une odeur lourde, coûteuse et répugnante de cigares. Je n'ai pas crié, il y a quelqu'un. Les idiots crient. Les professionnels fouillent. J'ai traversé le couloir. Le salon était vide. La cuisine était vide. Mais tout était à sa place. Rien n'avait été volé. La télévision, l'argenterie, les horloges anciennes. Tout était là. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. Je me suis dirigé vers ma chambre. La porte était fermée. J'ai serré plus fort la crosse de mon arme. J'ai abaissé la poignée et je me suis précipité à l'intérieur. La pièce était vide. Mais mon lit. Au milieu de mon lit, sur mon oreiller blanc immaculé, se trouvait une boîte en velours noir. Et à côté de la boîte, une seule balle. 9 mm. Sa pointe était peinte en rouge. Dans le jargon militaire, cela signifie « tuer le prochain ». Sans baisser mon arme, je me suis approché du lit. J'ai ouvert la boîte en velours. Il n'y avait ni bague ni bijoux à l'intérieur. Il y avait une petite carte mémoire numérique et un bout de papier. Sur le papier, écrit à la plume, d'une écriture extrêmement élégante, il était écrit « Félicitations, amiral. Vous avez renversé le pion, mais vous avez réveillé le roi. Vous avez 24 heures. Soit vous démissionnez et présentez cet incident comme une erreur personnelle, soit les photos contenues dans cette carte mémoire seront divulguées à la presse. » Les mains tremblantes, j'ai pris la carte mémoire et l'ai insérée dans ma tablette posée sur la table de chevet. Les images qui apparurent à l'écran me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Les photos ne me concernaient pas. Elles dataient d'il y a 25 ans, lorsque j'étais un jeune lieutenant en service en Bosnie. Mais ce n'étaient pas des photos officielles. Il s'agissait d'images d'une opération menée par des moyens non officiels, sur ordre de mon commandant. À l'époque, dans le but de sauver des civils, une opération qui se situait dans une zone grise du droit international. Si ces photos étaient publiées, non seulement ma carrière serait terminée, mais je serais également jugé pour crime de guerre. Les décisions difficiles que nous avions prises à l'époque seraient sorties de leur contexte et utilisées comme une arme contre moi. Cela prouvait qui était le chat. Une mafia ou une entreprise ordinaire n'aurait pas pu accéder à des archives militaires secrètes datant d'il y a 25 ans. Seul quelqu'un de l'intérieur pouvait le faire. Quelqu'un qui vivait dans les recoins les plus sombres et les plus secrets de l'État. Si vous avez déjà été menacé une seule fois dans votre vie à cause de votre passé, vous connaissez ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'étouffement que vous ressentez lorsqu'on vous dit soit tu te tais, soit on te couvre de honte. Mais je n'allais pas m'étouffer, car ils avaient oublié une chose, j'étais là pour sauver des civils lors de cette opération. J'avais la conscience tranquille. J'ai éteint ma tablette. J'ai pris la balle dans ma main. À ce moment-là, le téléphone fixe du salon a sonné. Il n'y avait pas de numéro. Numéro inconnu. J'ai décroché. Je n'ai pas parlé. J'ai seulement écouté. La voix à l'autre bout du fil était métallique, modifiée par ordinateur. Tu as reçu le message, Virginie? Oui, ai-je répondu. Ma voix était glaciale. Bien, a dit la voix. Le sénateur Valois n'était qu'un portefeuille pour nous. Tu l'as gaspillé, ce n'est pas grave. On en trouvera un autre. Mais si tu essaies de déchiffrer le réseau logistique derrière cette affaire de truffe, ces photos feront la une du journal Le Monde demain matin. Tu me menaces? Je négocie, répondit la voix. Écrivez votre démission, demandez votre retraite, et vivez une vie tranquille au bord de l'océan. Sinon, je l'interrompis. Sinon quoi? Ai-je demandé. Vous allez me détruire? J'ai ri. C'était un rire à la limite de la folie. Écoute-moi, dis-je. Tu penses que j'ai peur de l'erreur que j'ai commise il y a 25 ans. Mais tu te trompes. Je n'avais pas peur lorsque j'ai pris cette décision à l'époque et je n'ai pas peur aujourd'hui d'en affronter les conséquences. Mais toi, je me suis interrompu.
Toi, tu es un lâche qui a même peur de dire son nom. Et j'ai une nouvelle pour toi, publie ces photos. Publie-les toutes. Je m'en fiche, parce que je viens de décider de quitter ma maison, c'est-à-dire cet endroit. Je ne suis plus sur la défensive. Je suis désormais le chasseur. Qu'est-ce que tu racontes? Dit la voix, légèrement tendue pour la première fois. Voici ce que je dis, ai-je répondu en frappant le combiné du téléphone avec le canon du Glock que je tenais dans ma main. Vous vouliez la guerre. La guerre a commencé. Et j'ai arrêté de jouer selon les règles. Je jetai le téléphone contre le mur. Il se brisa en 1000 morceaux. Je passai immédiatement à l'action. Protocole Oméga. J'ai ouvert le compartiment secret de mon armoire. J'en ai sorti le sac d'urgence. De l'argent liquide, de faux passeports, un téléphone satellite crypté et une vieille carte analogique. J'ai laissé tout ce qui était numérique derrière moi. Mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur. Je les ai jetés dans la baignoire et j'ai versé une bouteille d'eau de Javel dessus. En sortant de chez moi, je me suis arrêté devant la porte. J'ai respiré une dernière fois l'odeur du cigare. Je n'oublierai jamais cette odeur, ai-je murmuré. Et quand j'aurai trouvé son propriétaire, je lui ferai manger ce cigare. En sortant de l'immeuble, j'ai vu un minibus noir qui attendait au coin de la rue. Les vitres étaient teintées. Il m'observait. Mais je n'étais plus la vice-amirale Virginie Efira. J'étais désormais un fantôme. Et les fantômes n'ont rien à perdre. Où allais-je maintenant? Il ne restait plus qu'un seul endroit où je pouvais avoir confiance au sein de l'État. Un vieil ami que tout le monde avait oublié, vivant parmi les étagères poussiéreuses, mais qui connaissait les secrets inavouables de tout le monde. Je me rendais chez l'archiviste. Si ces photos pouvaient être utilisées pour me faire chanter, l'archiviste avait sûrement de quoi les détruire. Mais pénétrer dans la demeure de l'archiviste était bien plus difficile que d'attraper Valois. Car celle-ci se trouvait sous Paris, dans les catacombes. Si le dessus de Paris est aussi scintillant, son dessous est tout aussi sombre. Juste en dessous de la tour Eiffel et des Champs-Élysées, que les touristes visitent, se trouve un réseau de tunnels de 300 km de long, les catacombes. C'est le plus grand cimetière souterrain du monde, rempli des ossements de 6 millions de personnes. Et mon refuge actuel. Lorsque je suis descendu dans ce regard rouillé, situé derrière le mur du cimetière Montparnasse, que seuls les anciens fossiles des services secrets comme moi connaissent, l'odeur qui m'a frappé n'avait rien à voir avec celle des truffes ou des cigares. C'était l'odeur de la terre humide et de la poussière séculaire. C'était l'odeur de l'histoire. À la faible lumière de ma lampe torche militaire, j'avançais entre les murs faits de crâne. Le GPS ne fonctionnait pas ici. Le téléphone ne captait pas. La seule façon de s'orienter ici était de savoir lire les anciens signes du XVIIIe siècle gravés sur les murs. J'ai marché pendant 40 minutes. Je n'entendais que le bruit de ma respiration et celui de mes bottes frappant les flaques d'eau. Finalement, je suis arrivé devant un mur sur lequel était gravée la lettre Z. J'ai frappé 3 fois sur l'une des briques, à un rythme précis. Un grincement s'est fait entendre derrière le mur. Et ce bloc de pierre s'est lentement ouvert vers l'intérieur, comme dans une scène de film. L'intérieur était différent des tunnels. C'était une pièce sèche et chaude, éclairée à la bougie, dont les murs étaient recouverts de livres et d'armoires à dossiers. Et au milieu de la pièce, sur une table antique, se trouvait l'homme assis dans son fauteuil roulant, l'archiviste. Ou, de son vrai nom, l'ancien colonel Lucien. Lucien était le cerveau des services secrets français pendant la guerre froide. Mais parce qu'il en savait trop, il avait été paralysé dans un accident de voiture simulé et déclaré mort. Depuis ce jour, il vivait ici, parmi les morts, gardant les secrets inavouables des vivants. Virginie, dit-il d'une voix aussi rauque que du parchemin poussiéreux. Le vent qui t'a amené ici doit être plus violent qu'une tempête. C'est l'apocalypse là-haut. Oui, Lucien, répondis-je en posant mon sac sur la table. Ils me font chanter. Ils ont rouvert le dossier Bosnie. Les yeux de Lucien s'illuminèrent. Il se dirigea vers les étagères du fond en poussant son fauteuil roulant. La Bosnie, murmura-t-il. Ah oui, l'opération fantôme. Ces fameuses photos où ils essaient de te faire passer pour un criminel de guerre. Il sortit une boîte grise et poussiéreuse de l'étagère. Tu sais, Virginie, dit-il en ouvrant la boîte, les photos qu'ils t'ont envoyées sont des versions retouchées. Ils ne se contentent pas de manipuler la vérité, ils la réécrivent. Il sortit une pellicule négative de la boîte et la tint à la lumière. Regarde, dit-il. Je m'approchai. J'étais sur la photo, oui. Je me tenais debout devant des civils gisant au sol. J'avais mon arme à la main. Dans cette position, on aurait dit que c'était moi qui les avais abattus. Maintenant, regarde ça, dit Lucien en posant devant moi un tirage montrant le négatif dans son intégralité. Lorsque le cadre de la photo s'est élargi, la vérité est apparue. Je ne tirais pas sur les civils. Je me tenais devant eux, servant de bouclier, et je visais les miliciens en face. Et juste derrière moi, il y avait des soldats des Nations Unies qui faisaient monter ces civils dans un camion. J'avais les larmes aux yeux.
Pendant 25 ans, je m'étais demandé si je me souvenais correctement de cette nuit-là. J'avais eu des remords. Mais la preuve était là. Je n'étais pas un meurtrier. J'étais un protecteur. Si vous avez déjà vécu dans votre vie ce moment désespéré où vous avez été accusé d'une chose que vous n'aviez pas commise et où vous n'avez pas pu vous défendre, aimez cette vidéo. Car cette preuve est le remède à ce désespoir. La vérité ne peut jamais être cachée éternellement. Pouvez-vous me donner ça? Ai-je demandé. Je vais te donner mieux que ça, a répondu Lucien. Je vais te donner le document qui montre pour qui travaillent ces miliciens. Il a sorti un autre document du dossier. Un bon de livraison. Les numéros de série des armes utilisées par les miliciens et le nom de la société qui les leur avait fournis. En regardant le papier, j'ai eu le souffle coupé. Nom de la société Gilogiste. Associé fondateur Antoine Deschards. Antoine Deschards, le beau-père de l'actuel ministre de la Défense. Et le grand associé secret de la société alimentaire Maison Dubois. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les camions de truffes de Dubois ne transportaient pas seulement des denrées alimentaires avariées. Sous le couvert de l'aide alimentaire, ces camions faisaient partie d'un réseau logistique qui acheminait des armes vers des zones sous embargo. Et l'homme qui avait armé ces milices en Bosnie il y a 25 ans était le même que celui qui empoisonnait aujourd'hui mes soldats. Le maître chanteur, c'est-à-dire le chat, était Antoine Deschards. Virginie, dit Lucien en me prenant la main. Cet homme est très puissant. Ce n'est pas lui qui dirige l'État, mais il tient les ficelles de ceux qui le dirigent. Si tu montes avec ce document, ils ne te laisseront pas en vie. Les médias, la police, la justice. Tout est rempli de ces hommes. Je souris. Je vérifiai mon pistolet Glock et le remis à ma ceinture. Je sais, Lucien, dis-je. C'est pourquoi je ne monterai pas, je n'irai pas sur leur terrain. Que vas-tu faire? Je vais l'attirer sur son propre terrain. Ai-je répondu. Demain soir, la marine organise son traditionnel bal de la victoire. Il aura lieu sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle. Antoine Deschards y sera l'invité d'honneur. Tu es fou, dit Lucien. Si tu y vas, tu seras arrêté. Tu es un fugitif recherché. Je ne suis pas un fugitif, Lucien, dis-je en prenant la photo originale sur la table et en la glissant dans ma poche. Je suis le propriétaire de ce navire. Et demain soir, les masques tomberont à bord. J'ai serré l'archiviste dans mes bras. Garde ce document, Lucien. Si quelque chose m'arrive. S'il t'arrive quelque chose, dit le vieil homme, ces documents seront automatiquement transmis à toute la presse mondiale. Je suis ta garantie. Je suis retourné dans les tunnels. En descendant sous terre, j'étais une femme terrifiée. Maintenant, en remontant à la surface, je suis un amiral tenant le détonateur d'une bombe nucléaire. Demain soir, le champagne coulera à flot lors du bal. Mais un bruit bien plus fort que celui des feux d'artifice retentira. C'est échec et mat. L'immense pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle n'accueillait pas ce soir des avions de combat. Mais la crème de la crème. De la France. Le navire, amarré dans le port de Toulon, était illuminé de mille feux. Les ministres, les diplomates, les généraux et, bien sûr, l'invité d'honneur. De la soirée, le baron de l'armement et de l'alimentation Antoine Deschards. Tous souriaient, une coupe de cristal à la main, en sirotant leur champagne. Quant à moi, j'étais un fugitif. Tout le monde pensait que j'avais fui vers l'Amérique du Sud. Mais il se trompait sur un point, un capitaine n'abandonne pas son navire quand la tempête éclate. À 22 heures pile, Antoine Deschards est monté à la tribune pour prononcer son discours. Le vent soufflait dans ses cheveux blancs. Il était tellement sûr de lui. Il pensait m'avoir éliminé la menace. Chers amis, dit-il dans le micro. Sa voix résonna dans tout le port. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la puissance et l'unité indéfectible de la France. Il ne put terminer sa phrase, car les sirènes du navire, celles qui retentissaient en cas de guerre, se mirent soudain à hurler. Les lumières s'éteignirent. Seuls les feux rouges d'urgence sur le pont restaient allumés. La foule paniqua. Les gardes entourèrent Deschards. Puis, ma voix retentit dans les haut-parleurs géants du pont du navire. Antoine Deschards. Ceci est mon navire. Et sur mon navire, il n'y a pas de place pour les pirates. Les écrans LED géants du pont, ceux qui servent normalement à diffuser les images des exercices, se sont allumés d'un seul coup. Que montraient-ils? Pas les fausses photos de Bosnie, mais la photo originale que Lucien m'avait donnée, celle qui montrait la vérité. Moi, en train de protéger des civils. Et juste à côté, un document agrandi, l'ordre d'expédition d'armes des Gilogis, sous lequel figurait la signature d'Antoine Deschards. Deschards est resté les yeux rivés sur l'écran. Son verre est tombé de sa main et s'est brisé sur le pont. À ce moment-là, je suis apparu. Pas comme un fugitif, pas en civil. Vêtu de mon uniforme de cérémonie, mon épée à la ceinture et accompagné des marines armées du navire, j'ai traversé la foule et me suis dirigé vers le podium. Personne n'osa m'arrêter.
Car à cet instant, ce n'était pas un criminel qui se tenait devant eux, mais la justice incarnée. Les gardes de Deschartres ont mis la main sur leurs armes. Ne faites pas ça, dis-je sans élever la voix. Regardez autour de vous. Deschartres regarda autour de lui. Les 2000 membres d'équipage du navire avaient encerclé le pont. Tous leurs fusils étaient pointés sur Deschartres et ses hommes. Je montai à la tribune. Je regardai le visage de Deschartres, tremblant de peur. Son arrogance réduite à néant. Je sortis de ma poche l'original de l'ordre d'expédition que m'avait remis Lucien, l'archiviste, et le pressai contre la poitrine de Deschartres, juste au-dessus de son cœur. Tu m'as menacé avec mon passé, Antoine, dis-je. Mais tu oublies une chose, le passé n'effraie que les coupables. Pour les innocents, le passé a une armure. Je me suis penché vers le micro afin que toute la France puisse m'entendre. Antoine Deschartres, dis-je. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, trafic international d'armes, corruption dans les marchés publics et tentative d'empoisonnement d'un soldat français. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Deschartres. Il crachait des postillons. Savez-vous qui je suis? Appelez le ministre. Appelez le président. Je souris. Il n'y a pas de réseau ici, Antoine, dis-je. Et nous sommes dans une zone militaire soumise au droit international maritime. Ici, c'est moi qui fais la loi. Je fis signe aux marines. Ils plaquèrent violemment cet homme intouchable au sol. Le bruit des menottes fut la plus belle musique que j'entendis cette nuit-là. Alors qu'on emmenait Deschartres, il m'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient remplis de haine. Ce n'est pas fini, Virginie, a-t-il crié. Tu as raison, ai-je répondu. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Mais pas pour toi. Nous sommes ici sur la côte bretonne, dans un petit village de pêcheurs tranquilles. 6 mois ont passé. Plus d'uniformes. Plus de sirènes, d'appels téléphoniques menaçants ou de salons luxueux. Il n'y a plus que moi, mon petit jardin et les tomates que j'ai cultivées de mes propres mains. Oui, j'ai démissionné cette nuit-là. J'avais accompli ma mission. J'avais ramené le navire à bon port et il était temps de passer le gouvernail aux jeunes. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais que vous êtes curieux. Le chef Jean-Luc Dubois, il travaille dans la cuisine de la prison. Mais il ne prépare pas de sauce aux truffes. Il épluche des milliers de pommes de terre 12 heures par jour. D'après ce que j'ai entendu, les détenus trouvent leur repas trop salé et se plaignent sans cesse. Je suppose que son palais raffiné ne lui est pas très utile là-bas. Sénateur Henri de Valois, après avoir été arrêté avec ce sac rempli d'or, il a vendu tout le monde pour bénéficier de la loi sur la repentance active. Il est désormais sous protection des témoins, sous un nom et un visage changés, et vit probablement dans la ville la plus ennuyeuse du monde. Sans le sou. Antoine Deschartres, il n'a plus nulle part où aller. Tous les actifs des J-logistes ont été saisis. Il est actuellement détenu dans la cellule la plus sécurisée de la prison de la Santé. Et vous savez quoi? Cette cellule n'a pas de fenêtre. L'homme qui pensait diriger le monde ne peut même plus voir le soleil. Et Lucien, l'archiviste, je ne l'ai pas oublié. Grâce à son aide cette nuit-là, son dossier a été réexaminé. Sa réputation a été rétablie. Il préfère toujours vivre dans son abri souterrain, mais j'ai fait installer la fibre optique dans ses tunnels. Il continue à observer le monde depuis là-bas. Quand à moi, parfois, le matin, je regarde la mer en buvant mon café. Et je repense à ce jour-là, au salon. Je repense à ce chef arrogant qui m'a dit « Mangez des conserves du supermarché ». Je souris, car la vie réserve le meilleur repas pour la fin. Et la vengeance est un goût encore plus cher et plus savoureux que la truffe. À condition d'avoir la patience d'attendre, bien sûr. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si un jour quelqu'un vous méprise, vous dit vous n'y arriverez pas. Qui êtes-vous pour? Souriez simplement. Et souvenez-vous de cette carte invisible dans votre poche. Vous êtes beaucoup plus fort qu'il ne le pense. Je m'appelle Virginie. Et ceci était mon dernier rapport.